Alors nous allons entamer la seconde partie de cette première session qui s'interroge, je vous le rappelle, sur la construction de l'histoire de l'art au prisme du canon. Et donc à la suite des deux communications que nous avons entendues un peu plus tôt, je vous présente donc la troisième intervenante qui est donc Claire Dupin de Bessa, qui est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art obtenu à l'université François Rabelais de Tours, qui a été réalisé sous la direction de France Nerlich et de Séverine Sofiot, et qui s'est donc intéressé à la notion de succès artistique au Salon sous le Second Empire. Ces recherches sont également disponibles sur une base de données en ligne qui s'intitule « Les peintres médaillés du Salon ». Donc je vous invite à aller y faire un tour. Et Claire a également participé il y a quelques années à l'ouvrage en lien avec l'exposition au musée d'Orsay « Splendeur et misère », avec un article intitulé « La prostituée nue, un motif iconique, l'exemple du Rolla de Gervex ». Et elle est désormais attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et elle va donc nous présenter une communication intitulée « Au-delà de Courbet, Manet et Monet, le 19e siècle oublié, raison et correction des angles morts du canon historiographique ». Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier évidemment les organisatrices et les organisateurs de ce congrès, mais je dois dire que c'est pas des remerciements simplement de politesse et d'usage. Je suis vraiment et sincèrement ravie de la thématique qui a été choisie pour cette seconde édition, qui soulève des problématiques historiographiques qui m'intéressent depuis ma thèse, mais que j'avais pas vraiment eu le temps d'explorer. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de travailler sur l'historiographie de ma période de prédilection et de spécialisation, le 19e siècle français, et je ne pourrais pas plus me réjouir de pouvoir vous présenter les résultats de cette recherche. À bien des égards, le 19e siècle peut être considéré comme l'âge d'or de l'art français. J'en tiens pour preuve la proportion des ouvrages qui lui sont consacrés au sein de la bibliothèque de l'INHA. Au libre accès, les ouvrages ayant pour sujet le 19e siècle représentent un quart des publications sur l'art français, et cette proportion s'accroît si l'on s'intéresse à des genres en particulier, que ce soit le paysage ou la peinture d'histoire. Parmi les monographies d'artistes, celles qui sont dédiées à des artistes actifs au XIXe siècle occupent plus de 10% des rayonnages. Pourtant, malgré l'intérêt évident et durable qu'a suscité et que suscite encore le XIXe siècle chez les historiens de l'art, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Je pourrais aisément vous donner des dizaines, voire des centaines de noms qui vous seraient inconnus, alors même qu'ils sont ceux d'artistes qui ont non seulement été actifs au XIXe siècle, qui ont non seulement été considérés comme des professionnels, mais même qui ont été parfois célébrés, renommés, récompensés. Faisons un test. Qui parmi vous connaît Charles Busson ? Il fait pourtant partie des paysagistes les plus estimés exposant au Salon. Qui pourrait me citer une œuvre de Benjamin Ullmann ? J'aime beaucoup avoir raison, c'est super. Sa carrière est pourtant jalonnée de nombreuses récompenses, du prix de Rome à la Légion d'honneur, de médailles au Salon, à des commandes publiques. Ces deux exemples appuient le constat que concernant l'art français du XIXe siècle, et en dépit de la quantité d'ouvrages qui lui sont consacrés, sans compter les articles scientifiques et les travaux universitaires, d'importantes lacunes historiographiques persistent. Ce sont justement ces angles morts de l'historiographie canonique que j'aimerais aujourd'hui examiner. Avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet, vous m'entendez bien, oui ? Je vais commencer par vous exposer les données et la méthode employée. Mon étude s'appuie sur un corpus composé de l'ensemble des exposants, et j'emploie à dessein ici le masculin puisque les hommes sont très largement majoritaires, de la section peinture au Salon entre 1848 et 1880. Ce corpus a été réuni grâce à la base Salon, produite par le musée d'Orsay et l'Institut national d'histoire de l'art et mise en ligne en 2016. Parce qu'il s'agit davantage d'une numérisation des catalogues de Salon, les données collectées ont dû être nettoyées et amendées. Tout bêtement, par exemple, j'ai dû homogénéiser le patronyme des exposants, tant il était courant en fait qu'un artiste apparaisse sous plusieurs noms, ce qui du coup faussait le recensement. Ce jeu de données, une fois nettoyé, comprend 11 347 individus. Pour chacun de ces artistes, j'ai ensuite collecté quelques informations permettant de les caractériser. Certaines, comme le sexe ou l'origine géographique, figurent d'ores et déjà en fait, dans les notices biographiques des catalogues de Salon. Quelques autres, telles que la longévité de la carrière au Salon ou la participation aux expositions impressionnistes, ont été déterminées grâce aux données contenues dans cette base. D'autres, enfin, ont été renseignés grâce à des recherches plus extensives, en archives, dans des répertoires ou dans des catalogues annexes. C'est le cas des informations relatives aux récompenses ou aux positions d'autorité occupées, comme membre de l'Académie des Beaux-Arts, membre du jury ou enseignant à l'École des Beaux-Arts.
Parallèlement à ces éléments caractérisant le profil, la pratique et la production des peintres exposants au salon entre 48 et 80, j'ai ensuite tâché d'estimer la postérité qu'ils ont ou non connue. Pour ce faire, j'ai exploité les fonctionnalités d'OpenRefine pour réconcilier chaque individu à sa notice sur Wikidata, qui, en tant que source tertiaire, permet d'avoir une idée assez juste de l'état de la littérature, et sur ULAN, donc l'Union List of Artist Names, qui est une base de données développée par le Getty Research Institute et qui fait office en fait d'autorité pour les patronymes d'artistes. Ces premiers alignements à des référentiels sont d'ores et déjà parlants, puisque seuls 3261 artistes sont référencés dans le ULAN et 4157 sur Wikidata. La plupart du temps, en plus, c'est les mêmes artistes qu'on retrouve dans les deux bases de données. À partir de ces réconciliations, d'autres indicateurs de postérité ont pu être obtenus. Par exemple, l'existence d'une notice correspondante dans des dictionnaires biographiques tels que le Bénézite, dans des bases de données d'institutions patrimoniales, par exemple le Musée d'Orsay, ou du marché de l'art tel que Artnet ou Mutual Art. Ces réconciliations ont permis ainsi de collecter des informations d'ordre biographique, telles que les dates de naissance et de mort, et de vérifier s'il y avait consensus ou dissensus quant à des données aussi basiques, une manière en fait d'estimer au-delà simplement du nombre, de la qualité de la documentation. Pour déterminer la postérité d'un artiste, j'ai enfin exploité les données qui sont contenues dans le catalogue de la BINA. Il m'a semblé qu'elle faisait suffisamment référence et autorité pour constituer une représentation assez juste de ce qui existait ou non dans la littérature. J'ai donc effectué un moissonnage de ce catalogue immense et j'aimerais ici remercier Olivier Mabille de m'avoir permis d'extraire des tableurs de dizaines de milliers de lignes pour mon étude. Plus précisément, le fonds de la BINA et de la Bibliothèque des musées nationaux dont elle a hérité en 2016 se constitue par grandes familles de codes thématiques. Étant donné mon sujet d'étude, j'ai donc extrait simplement les notices qui m'intéressaient, enfin dans les codes les plus susceptibles de m'intéresser, ce qui sont les codes que je vous expose ici. Et en tout, ce sont donc 250 926 notices bibliographiques que j'ai extraites, où figurent systématiquement le titre et les informations éditoriales bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui m'intéressait, leurs indexations sujets. Ces jeux de données permettaient ainsi de recenser pour chaque artiste les monographies le concernant. Une fois ce travail de collecte et de nettoyage et de réconciliation et de codage effectué, je dispose donc pour chacun des 11 347 artistes étudiés d'éléments qui peuvent être considérés comme des facteurs de postérité, donc les informations qui les caractérisent, et d'autres comme des indicateurs de postérité, les données relatives à leur présence dans les bases, les répertoires et les catalogues. Pour déterminer comment et pourquoi certains artistes passent la sélection par la postérité quand d'autres tombent dans l'oubli, j'ai soumis cet ensemble de variables à une analyse de correspondance multiple. Cette méthode d'analyse factorielle s'applique en particulier aux variables qualitatives, ce qui est mon cas ici, et permet d'étudier les corrélations entre plusieurs variables pour comprendre comment celles-ci interagissent pour favoriser ou défavoriser un phénomène. Ici, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est donc l'accès à la postérité. À l'issue de cette analyse, on obtient ainsi des coordonnées pour les modalités de chaque variable, ce qui permet de cartographier leurs corrélations. Avec les données que je viens de vous décrire, j'obtiens donc cette visualisation et je vais maintenant tenter de vous guider en son sein pour vous expliquer les résultats obtenus. Le résultat le plus flagrant est la discrimination évidente subie par les peintres femmes dans l'accès à la postérité. Le facteur femme est en effet très proche, vous le voyez, c'est-à-dire donc très fréquemment corrélé aux modalités qui indiquent une faible postérité, le fait de n'avoir aucune documentation, le fait d'être absente dans les bases de données de référence et le fait de n'être le sujet d'aucune monographie. Aux côtés de ces modalités, on trouve aussi des facteurs signifiant des carrières au salon éphémères ou courtes, ainsi que l'absence de reconnaissance contemporaine qui passe soit par l'obtention de récompenses, soit par l'accès à des positions d'autorité. Cette proximité indiquerait que si les artistes femmes apparaissent comme les grandes oubliées de l'histoire de l'art du XIXe siècle, ce ne serait pas en raison de leur sexe, mais en raison de la médiocrité, en termes quantitatifs et qualitatifs, de leur carrière. En gros, on ne les a pas ignorées parce qu'elles sont femmes, mais parce que leur contribution à la scène artistique était effectivement négligeable. Si l'on compare la longévité des carrières au salon des femmes et des hommes, on constate effectivement que les peintresses tendent à exposer moins longtemps que leurs confrères. C'est ce que permet d'observer le pourcentage cumulé des fréquences que je vous montre ici. Ainsi, les femmes sont 44% exposées une seule fois, contre 41% des hommes, ce qui sont donc des proportions relativement équivalentes. En revanche, plus les carrières s'allongent, plus les femmes tendent à disparaître. Elles ne sont ainsi que 4% à être présentes à plus de 10 salons, contre 13% des hommes. Ce constat pose alors la question du dilettantisme chez les artistes femmes et de fait, elles sont nombreuses à abandonner la carrière artistique une fois mariées. En majorité, les exposantes se présentent comme des demoiselles, comme des mademoiselles et surtout 20% des femmes artistes n'exposent qu'en tant que mademoiselle et jamais en tant que madame.
C'est par exemple le cas de Nelly Jacquemart, qui, malgré les médailles obtenues au Salon, cesse d'y exposer à partir de 1880, date de son mariage avec Édouard André, et qui est aujourd'hui davantage connue comme collectionneuse que pour son œuvre de portraitiste. Si les femmes exposent moins longtemps que les hommes, elles tendent aussi à être moins reconnues de leur vivant que leurs confrères. Parmi les quelques 1000 artistes ayant été récompensés au cours de leur carrière, les femmes ne sont que 71. Elles sont par principe exclues du prix de Rome, puisqu'elles n'ont pas le droit d'étudier à l'école des beaux-arts. Cette règle les prive donc d'une récompense aussi prestigieuse que sélective, encore déterminante pour accéder à la reconnaissance à la fois officielle et académique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais elles sont aussi défavorisées dans l'accès, dans l'obtention des médailles distribuées lors de chaque exposition. Ainsi, seuls 3% des femmes sont récompensées, sont médaillées, contre 11% des exposants hommes. De fait, les artistes femmes cumulent les discriminations. D'une part, elles pratiquent majoritairement des genres mineurs, nature morte, portrait, portrait, paysage, et des techniques aussi mineures, aquarelle, pastel, peinture sur porcelaine, qui sont statistiquement moins souvent et moins bien récompensées que, par exemple, la peinture d'histoire ou la peinture de genre à l'huile. Mais même en isolant ces pratiques, et alors même que les femmes y sont plus actives, elles sont moins récompensées que les hommes. Ainsi, au salon de 1879 et de 1880, alors que le règlement réserve explicitement des médailles au genre mineur, aucun des 4 peintres de nature morte qui a été médaillé n'est une femme. D'autre part, la corrélation observée entre longévité et reconnaissance échoue à expliquer le peu de médailles obtenues par les artistes femmes. La persévérance en sociologie a en effet été reconnue comme un des facteurs d'obtention de la reconnaissance en milieu artistique. Au XIXe siècle, au Salon, c'est bel et bien le cas pour les hommes, puisqu'ils sont 20% et 49% des exposants ayant eu respectivement une carrière moyenne et longue à être effectivement médaillés, mais pas pour les femmes, qui sont seulement 23% des exposantes présentes à plus de 5 salons à obtenir une médaille. Il existe donc bel et bien un biais sexiste qui contraint considérablement l'accès à la profession et à la reconnaissance artistique pour les femmes et qui perdure dans la postérité. Alors même que les historiens de l'art pensent appliquer des critères de jugement différents, voire contraires à ceux en vigueur au XIXe siècle, ils imitent en réalité manifestement leurs prédécesseurs lorsqu'il s'agit des artistes femmes, ou du moins lorsqu'il s'agit de prendre en compte des critères qui, manifestement et de facto, défavorisent les femmes. Le deuxième constat qui peut être fait grâce à l'ASM concerne l'effet ambivalent de la reconnaissance obtenue du vivant de l'artiste sur la postérité. Très significativement, le fait de n'avoir aucune récompense ou de n'avoir jamais occupé de position d'autorité empêche en fait une postérité. En revanche, il serait exagéré et simpliste d'en déduire que le fait d'avoir obtenu tout ou partie de ces signes de reconnaissance suffit à être retenu, documenté et étudié. Certes, de façon assez logique, l'obtention de signes de reconnaissance permet de laisser des traces. Ainsi, les membres de l'Académie des Beaux-Arts bénéficient d'un effort de mémoire de la part de leur institution. À leur décès, par exemple, est systématiquement prononcé puis publié un éloge funèbre qui retrace leur biographie, qui peut donc ensuite servir de source pour les historiens de l'art. De même, l'École des Beaux-Arts conserve les archives concernant son personnel enseignant et offre ainsi la matière pour les étudier. En revanche, avoir été reconnu de son vivant n'entraîne pas nécessairement de véritables travaux d'historiens de l'art. Ces artistes disposent notamment d'une documentation biographique de qualité moyenne. Plus encore, 80% des artistes exposants récompensés au cours de leur carrière n'ont fait l'objet d'aucune monographie. 8% d'une seule monographie, et ils ne sont qu'une poignée, 42, à être le sujet de plus de 5 ouvrages. En réalité, l'obtention trop évidente d'une reconnaissance institutionnelle, par le biais de médailles ou du prix de Rome, a même longtemps entravé l'étude de leurs récipiendaires. En histoire de l'art, et en particulier pour celle de la seconde moitié du XIXe siècle, le succès d'un artiste est souvent assimilé à la vénalité, à l'opportunisme, à la consensualité ou au conformisme, et est donc auréolé d'une forme de suspicion. L'importance de ces artistes, souvent indubitable sur la scène artistique, au XIXe siècle, a ainsi été effacée pendant une large partie du XXe siècle par les historiens de l'art obsédés par la modernité, et je vais revenir sur ce sujet. Il a ainsi fallu attendre 1989, soit un siècle après son décès, pour qu'Alexandre Cabanel, personnage le plus influent du monde de l'art à son époque, qui cumule renommée et influence, donc il a fallu attendre un siècle pour que ce personnage soit le sujet d'une exposition à Montpellier, et encore sur ses seuls dessins, et encore 20 ans supplémentaires pour qu'il bénéficie d'une réelle rétrospective de nouveau au musée Fabre. Pareillement, Jean-Léon Gérôme, mort en 1904 et tout aussi important que Cabanel, n'a fait l'objet d'une exposition qu'en 1972, et encore aux États-Unis. Il a fallu attendre 81 pour que sa ville natale lui consacre une rétrospective, et 2010 pour qu'une exposition monographique soit organisée au musée d'Orsay. Plus récemment, ce sont les peintres James Tissot et Rosa Bonheur qui ont enfin pu bénéficier d'une reconnaissance à l'échelle nationale avec les rétrospectives qui les concernent au musée d'Orsay.
Au-delà de ces exemples que je pourrais multiplier à l'envi, les peintres de salon ont ainsi été quelque peu redécouverts dans les années 70-80. Les raisons de ce retour sont multiples. D'abord, une revalorisation sur le marché de l'art, avide de renouveler ses stocks alors que les œuvres modernes se raréfiaient. Ensuite, une logique localiste qui a poussé les institutions muséales et universitaires de province à s'intéresser aux peintres et aux artistes natifs de leur région. Et enfin, l'émergence d'une histoire sociale de l'art et en son sein d'une histoire féministe de l'art qui a permis d'orienter la curiosité des chercheurs vers des figures et des productions jusqu'ici négligées. Ce regain d'intérêt peine toutefois à complètement corriger le vide historiographique dont sont victimes ces artistes et à rééquilibrer la littérature existante. Le nombre de monographies les concernant reste encore excessivement faible par rapport aux ouvrages concernant des artistes dits modernes, comme je vous le montre avec quelques exemples dans ce graphique. En effet, il existe manifestement un paradigme en histoire de l'art du XIXe siècle qui favorise largement l'étude des artistes et des œuvres dites modernes, ce qui est confirmé par l'ASM, puisque le fait d'être moderne est fortement corrélé au fait d'avoir une biographie bien documentée et d'être l'objet de plusieurs, voire de nombreuses monographies. Une approche moderniste de cette période qui viendrait se faire succéder le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, le post-impressionnisme et enfin les avant-gardes, dans une vision téléologique qui mène inéluctablement à l'abstraction, a de fait entraîné une surreprésentation parmi les ouvrages publiés de monographies consacrées aux artistes appartenant à ces seuls mouvements. Ainsi, si on les répartit selon leur style, désolé pour ce terme qui est peut porter à polémique, les peintres exposant au salon entre 48 et 80 qui sont le plus représentés dans les rayonnages de la BINA sont les romantiques, les impressionnistes, les membres de l'école de Pont-Aven et enfin les réalistes. Encore ne s'agit-il ici que d'un décompte des ouvrages monographiques qui sont consacrés à un seul artiste et qui ignorent donc la quantité d'ouvrages de synthèse ou de catalogues d'exposition qui sont dédiés à chacun de ces mouvements, ainsi que l'ampleur des articles, des mémoires et des thèses universitaires qui leur sont consacrés. Pris individuellement, toujours à la BINA, le podium des artistes du XIXe siècle français ayant le plus de monographies à leur sujet est de nouveau dominé par des artistes auxquels a été accordé un rôle fondateur, central ou annonciateur des mouvements modernes. On y trouve donc Eugène Delacroix, Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Gustave Moreau. Il faut attendre la 17e place pour voir apparaître un artiste plus conventionnel, Giovanni Boldini, présent à travers 38 ouvrages. Et on se rappellera d'ailleurs combien la récente exposition rétrospective le concernant au Petit Palais tentait désespérément, à travers l'exposition par exemple d'esquisses, de le rattacher quand même à la modernité. Et au passage, on remarquera qu'il faut attendre la 19e et la 21e place pour voir apparaître des femmes, Marie Cassatt et Berthe Morisot, qui ont au moins eu le bon sens d'être impressionnistes. Au-delà de ce constat purement comptable de la prédominance de la modernité dans l'historiographie de l'art du XIXe siècle, le biais moderniste influence aussi la manière même dont on parle des œuvres et des carrières des peintres. Les historiens vont ainsi avoir tendance à surestimer les phénomènes de scandale, comme celui dont aurait été victime le Rolla d'Henri Gervex en 1878, ou à omettre tout aussi fréquemment le succès obtenu par Courbet, par exemple. Ces demoiselles de bord de Seine, que vous connaissez peut-être tous comme étant une œuvre à scandale, a en fait reçu un rappel de médaille lors de son exposition au Salon, ou par exemple les réussites tout à fait économiques de Monet qui finit quand même assez riche. Qui plus est, la fascination moderniste ne profite même au sein de ces mouvements qu'à une poignée d'artistes qui monopolisent l'attention des historiens de l'art et des institutions patrimoniales. Parmi les 59 participants aux expositions impressionnistes qui se sont tenues entre 1874 et 1881, encore beaucoup sont méconnus, à l'instar d'Antoine Ferdinand Attendu ou de Louis Latouche. De même, tous les peintres appartenant à l'école de Pont-Aven ne bénéficient pas d'un intérêt équivalent. Si Gauguin monopolise l'attention, les études sur Ernest de Chamaillard ou sur Émile Jourdan sont encore rares, idem pour le mouvement Nabi ou pour la nébuleuse symboliste. Cet important biais moderniste doit apparemment à l'existence d'un véritable paradigme qui circonscrit les artistes et les productions dignes d'être documentées et étudiées à un petit groupe et qui, corollaire, tend à disqualifier celles et ceux n'appartenant pas à ce groupe du champ légitime de l'histoire de l'art. Ce groupe a néanmoins, au fur et à mesure du temps, pu voir sa morphologie changer, mais ça reste quand même un groupe assez réduit. Pour les chercheurs, il est dès lors bien plus simple de travailler sur un artiste et une œuvre déjà bien renseignée. L'intérêt suscite la documentation et la publication de sources qui facilitent encore plus le travail de recherche. Qu'on pense à la publication de la correspondance de Courbet en 1996 ou à l'édition numérique de la correspondance de Delacroix par le Centre André Chastel, le Musée Delacroix et le Musée du Louvre. Au contraire, s'intéresser à un peintre est connu,
déjà il faut savoir le connaître et l'identifier, représente un travail conséquemment plus laborieux, ingrat et parfois décevant. Pour les musées, il est de même plus sûr d'organiser des expositions blockbusters sur des artistes bankable, comme Degas, Monet, Courbet et Gauguin, qui sont de fait extrêmement récurrents dans la programmation des musées. Comment, dès lors, corriger ces différents angles morts historiographiques et dépasser, voire différencier, pour reprendre l'expression de Griselda Pollock, le canon historiographique particulièrement prégnant et durable pour l'art du XIXe siècle? Une première piste consisterait en fait à travailler à la reconstitution de la scène artistique dans sa globalité et dans sa complexité. Pour ce faire, nous pouvons recourir aux méthodes quantitatives et numériques qui facilitent en fait la collecte, la manipulation et l'analyse de corpus amples, que ce soit des corpus d'artistes ou d'œuvres. Il s'agit alors d'élargir notre boîte à outils techniques et conceptuels pour pouvoir appréhender, cartographier, contextualiser, caractériser ces ensembles de données et de dresser ainsi, si ce n'est un panorama, du moins un portrait plus vaste de l'art du XIXe siècle. Il s'agirait aussi de s'intéresser aux artistes et aux productions dites ordinaires. En sociologie, on parle d'artistes ordinaires pour parler des artistes qui parviennent à vivre de leur pratique artistique sans toutefois avoir connu la gloire ou la fortune. L'approche macroscopique permettrait en fait de recenser une immense communauté d'artistes et par extension de trajectoire et de production qui constitue de fait la norme de ce qui est la carrière artistique au XIXe siècle. Il s'agirait ainsi de sortir de la fascination pour les génies et les chefs-d'œuvre, qu'ils soient considérés comme tels par leurs contemporains ou rétrospectivement, mais d'accorder un intérêt équivalent aux pratiques, aux parcours et aux profils les plus fréquents et donc les moins exceptionnels. Enfin, à la croisée de ces deux recommandations, il s'agit aussi de davantage réfléchir le choix de nos cas d'études. Il est indéniable que ce qui fait la chair et l'intérêt de l'histoire de l'art, ce sont avant tout les parcours des artistes et les œuvres qu'ils produisent. Il ne s'agirait donc pas de les oublier au profit d'une stricte approche macroscopique. En revanche, l'échelle macroscopique peut servir à des analyses microscopiques en permettant d'identifier les cas représentatifs ou au contraire exceptionnels, et pourquoi, la manière dont ils s'intègrent et dont ils circulent dans leur milieu, la position qu'ils occupent au sein d'un système. Approche qualitative et quantitative gagnerait ainsi à dialoguer et à interagir afin de permettre l'écriture de nouvelles histoires de l'art du XIXe siècle. L'ensemble de ces pistes permettrait à mon sens d'écrire une histoire de l'art qui ne soit plus une critique d'art historique déguisée. À mon sens, notre tâche d'historien et d'historienne de l'art n'est pas en fait de distinguer le bon grain de livret et de séparer les bons artistes, le bon art du mauvais art et les vrais artistes des imposteurs. Il s'agit plutôt de pratiquer véritablement une science historique qui s'intéresse dès lors à tous les acteurs et à tous les objets sans discrimination, quelle qu'elle soit, et qui soit ainsi capable de donner une place équivalente à celle qu'ils occupaient dans leur champ historiquement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Claire pour ta communication. C'était vraiment très intéressant de te voir exposer ta méthode avec l'alliance des études quantitatives, le numérique, etc. C'était vraiment très intéressant. Et ça va peut-être donner des idées de thèse ou de mémoire dans la salle. Voilà. Dans cette même optique, qui est celle d'interroger l'historiographie et ce qu'elle a fait aux objets d'études, je vous présente Apolline Gay, qui est depuis 2022 doctorante à l'École pratique des hautes études, ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles, avec une thèse intitulée « Mère, fille, épouse et sœur, représenter les personnages féminins de la Bible en Égypte byzantine, 4e, 7e siècle ». Pour cette thèse, elle bénéficie d'un contrat doctoral à l'Institut français d'archéologie orientale et je lui laisse la parole donc avec une communication intitulée « Quel canon après les pharaons catégoriser l'art égyptien tardo-antique dans la première moitié du XXe siècle en Europe et aux États-Unis ». Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices de ces 2 journées de congrès et merci pour cette présentation. Et effectivement, je présente aujourd'hui un sujet d'historiographie qui s'écarte un petit peu de mon sujet de thèse, mais qui permet aussi d'apporter un éclairage un peu sur ce qu'on fait quand on travaille sur la période sur laquelle je travaille, et aussi sur les objets sur lesquels je travaille. Donc dans le cursus universitaire du jeune historien ou de la jeune historienne de l'art,
le cours sur l'Égypte ancienne, qui est un passage obligé de l'enseignement de l'art antique, il est souvent articulé, pour plus de pédagogie, autour de grands principes, de règles, de canons de représentation, qui permettent de construire des fiches de révision qui sont assez pratiques pour les examens de fin d'année. Les proportions du corps, les rapports d'échelle, des couleurs signifiantes sont autant d'éléments qui jalonnent les commentaires d'œuvres et initient l'étudiant ou l'étudiante à la notion de critères de datation. Un cours d'histoire de l'art égyptien s'arrête cependant, selon le découpage chronologique en vigueur dans les manuels, au début de notre ère, à l'époque romaine de l'Égypte. Les dernières images qui sont montrées aux élèves sont ainsi celles des portraits du Fayoum. On loue leur caractère esthétique, mais on sait qu'ils ne tomberont probablement jamais aux examens. La suite de l'histoire de l'art de l'Égypte, cette époque tardo-antique, proto-byzantine, en transition vers le début de l'époque arabe, rejoint ensuite le giron de l'enseignement de l'art byzantin, ce qui semble faire sens dans la mesure où l'Égypte est à partir de la fin du IVe siècle une province de l'Empire romain d'Orient. Relativement peu abordées dans l'enseignement généraliste, les productions artistiques de cette période, qu'on appelle souvent coptes, sont difficiles à appréhender pour les élèves. Et de fait, les si pratiques règles de représentation, qui sont discutables, mais qui ont été apprises par cœur pour l'Égypte pharaonique, ne s'appliquent plus. Et il est même assez délicat de dégager une véritable tendance esthétique globale sur toute la période. À cela s'ajoutent des procédés formels qui semblent parfois très étrangers, faisant de la lecture de l'iconographie une épreuve. Quant à la datation sur critères stylistiques, elle constitue un véritable défi, notamment dans le domaine des textiles. Jusque dans les années 50, il était d'usage de considérer que les tissus les plus anciens étaient aussi ceux qui portaient les images les plus naturalistes, et que ce naturalisme, qui était appréhendé comme une qualité esthétique, en fait se perdait au fil du temps. Ce mode de classement était si fortement ancré que les premières datations au carbone 14, qui ne donnaient pas forcément les mêmes résultats, ont d'abord été discréditées, avant d'être vérifiées quelques décennies plus tard. À la lumière de ces rapides constatations, une question s'impose. Que faire face à un art qui ne semble être régi par aucun canon ? Comment les historiens de l'art le classent-ils ? Comment le regardent-ils ? Avec quel biais ? Et de quelle manière aussi, à l'inverse, cet art peut-il connaître une postérité ? Ces questionnements seront ici traités à travers l'exemple de l'art égyptien, donc tardo-antique, et plus spécifiquement dans le cas des textiles coptes, qui inondent le marché de l'art occidental à l'aube du XXe siècle, sous la forme de fragments, issus des fouilles de sites majeurs, notamment en particulier plutôt Antinoé et Armine. Nous croiserons cependant également des textes qui évoquent d'autres médias, notamment la sculpture ou la peinture. L'étude sera concentrée sur des appréciations d'historiens de l'art de la première moitié du XXe siècle pour essayer de se cantonner à ce temps de la découverte, de l'étonnement, voire de la stupéfaction, face à ces œuvres d'art qui jusqu'ici sont inconnues. On évoquera notamment les travaux de Joseph Strigowski, de Hugo Moneret de Villars, qui est un archéologue qui a publié sur le site de Arnas el-Médineh, qui est un site en Égypte. On parlera aussi de Georges Dutuy, qui est peut-être surtout connu comme critique d'art, spécialiste et gendre accessoirement de Matisse, mais qui est avant tout byzantiniste, et qui est l'auteur d'une étude sur la sculpture copte. Et on parlera aussi d'Alfred Barr, qui est le premier directeur du MoMA. Le premier enjeu soulevé ici est celui du classement. J'ai mentionné précédemment que dans l'enseignement de l'art égyptien tardo-antique, dans l'enseignement histoire de l'art égyptien tardo-antique constitue un chapitre d'un cours d'art byzantin. Mais ce rattachement de l'art égyptien à cette sphère culturelle byzantine ne semble pas toujours aller de soi chez les historiens de l'art de la première moitié du XXe siècle, ou du moins ses spécificités formelles interrogent. Et cela se perçoit notamment dans les réflexions d'Alfred Barr sur la formation de la collection du MoMA et sur sa conception des origines de l'art moderne. Donc au début des années 30, il a produit un rapport, Alfred Barr, dans lequel il présente sa conception de l'art moderne sous la forme d'une torpille que vous avez à l'écran, à laquelle se superpose une frise chronologique. Et l'idée, c'est que les pales de propulsion, donc qui sont tout à gauche, sont des sources d'inspiration extérieure qui vont faire avancer la torpille. Et ces pales de production, il y en a une en haut, une en bas, il les sépare entre les sources européennes et les sources extra-européennes. Ce schéma, il est accompagné d'un texte explicatif dans lequel il détaille ce qu'il considère comme européen et extra-européen. Et selon lui, évidemment, Rubens, c'est européen, Giotto, Piero della Francesca sont des sources européennes, mais parmi les sources européennes, on a aussi la peinture byzantine et on a aussi les portraits du Fayoum. A priori, le Fayoum, c'est en Égypte.
En revanche, les tissus coptes sont classés sans questionnement dans le groupe des sources extra-européennes avec les objets africains et précolombiens. Donc les peintres du Fayoum et les producteurs et productrices de ce textile vivent tous et toutes en Égypte, mais c'est une Égypte qui est parfois européenne, parfois africaine. Il est notable que cet entre-deux permanent, qui est un grand écart théorique mais qui est construit évidemment entre deux vastes aires culturelles, ce grand écart il n'est pas spécifique à la réflexion d'Alfred Barr. Dans un ouvrage donc, qui s'appelle « La sculpture copte » de Georges Dutuit, l'auteur place les formes qu'il observe en Égypte entre la stylisation extrême qu'il associe aux arts extra-européens, présenté comme un ensemble d'ailleurs quasi homogène, et un style jugé davantage savant, qui serait hérité de la période hellénistique du territoire. Donc il nous dit ici, si l'artisan n'opère pas en Égypte une transposition des formes naturelles aussi poussée que celles des indigènes de la Polynésie ou même du Congo, s'il ne va jamais jusqu'à se passer du secours de l'équerre et du compas alexandrin, il s'avance assez loin sur les voies de la reconstruction plastique pour qu'on ne reconnaisse à peine, souvent derrière son vigoureux épanelage, les acteurs et les thèmes mythologiques que lui a transmis l'Antiquité. Il est par ailleurs notable que pour tenter d'analyser ce qu'il voit, en regard de ce qu'il connaît de l'art pharaonique, Dutuit utilise, c'est probablement inconscient, mais il utilise des concepts et une méthodologie qui sont profondément ancrés dans l'histoire de l'art occidental, à savoir la querelle du coloris. Il nous dit comment la polychromie, d'asservie qu'elle était au dessin, a-t-elle fini par constituer, sur un terrain plutôt hostile, le facteur dominant de l'œuvre peinte ou sculptée. Donc dans sa conception, l'Égypte pharaonique, ce serait poussiniste, et l'Égypte copte, ce serait rubéniste, si vous voulez. Ces quelques observations sont cependant avant tout révélatrices d'une tendance assez globale chez les historiens de l'art, celle de considérer cet art dit copte avant tout d'un point de vue en fait esthétique et stylistique, en tenant en revanche relativement peu compte de l'iconographie dans leur raisonnement. C'est un biais, encore une fois, qui est probablement inconscient. Et ils ont notamment tendance à gommer les similarités de modèles, notamment pour les représentations de scènes bibliques, c'est davantage ma spécialisation, donc je m'en rends mieux compte, des similarités de modèles avec d'autres espaces du monde méditerranéen, qu'il s'agisse de Rome ou de l'Orient chrétien. Donc quand on sort de l'Égypte, on retrouve des modèles assez similaires dans d'autres régions. Des difficultés de classement se font donc jour et semblent parfois dérouter ces auteurs qui ne savent pas expliquer les formes visuelles qu'ils découvrent, au point de déclencher parfois une forme de rejet viscéral, on va le voir, des jugements de valeur très sévères, construits toujours sur la base de concepts particulièrement contemporains. Le concept le plus notablement mobilisé, dans une acception qui est anachronique, c'est peut-être celui de nation ou d'art national. Ce terme apparaît chez plusieurs auteurs, dans plusieurs langues, donc en français, en allemand, en italien, et jamais son sens n'est interrogé. Le questionnement tourne souvent autour de la notion d'une identité nationale égyptienne. C'est-à-dire, est-ce que l'art de l'Antiquité tardive, c'est un art national, ou est-ce qu'au contraire, il met en péril l'art national qui était celui de l'Égypte pharaonique. Donc, dans le Koptische Kunst de Strigonski, qui paraît à l'aube du XXe siècle, le terme national n'apparaît pas moins de 5 fois dans une introduction qui fait une dizaine de pages. Dès la phrase d'ouverture, il qualifie l'art égyptien pré-hellénistique, donc pharaonique, de Nationale Kunst. Il en souligne d'ailleurs la vigueur. Et plus loin, il évoque également un christianisme national égyptien, un National Ägyptische Christentum, pour décrire des spécificités religieuses locales. Le terme national, il apparaît de nouveau en 1923 sous la plume de Monneray de Villard, donc rappelez-vous celui qui a écrit sur ce site de Arnas El-Médinet. Et ce terme devient un concept manipulé par l'auteur pour appuyer pour le coup la sévérité de son jugement, témoignant d'ailleurs également d'une vision de l'histoire et de l'histoire de l'art qui est basée principalement sur la notion de progrès. Monneray de Villard rejette ainsi l'art de la fin de l'Antiquité et du début de l'époque arabe parce qu'il le considère comme une régression ou du moins une stagnation. Alors la citation est un peu dure, je vous préviens. Il nous dit art de détritus. Dernière et pauvre chose comme fut l'esprit qui lui donne le jour, signe et cause de cette infinie bassesse où tombe l'Égypte chrétienne au 5e siècle, alors qu'elle va traînant sur un niveau de vie toujours plus bas, jusqu'à l'ultime catastrophe de la conquête arabe. Ce prétendu art copte se traîne avec difficulté et sans gloire du 5e au 7e siècle. Il fait naufrage, on y vient, en tant qu'art national, si l'on peut dire avec le naufrage de la nation. Alors, pour l'auteur, qui n'est visiblement pas animé par une éthique de la neutralité, la production artistique se fait le reflet de la prétendue grandeur d'un peuple qui, ici, très clairement, aurait perdu l'intégralité de sa valeur au moment de la conquête arabe. Alors, sans revenir sur la lourde connotation du terme nation ou national dans les premières décennies du XXe siècle, et d'autant plus pour décrire les productions artistiques d'une région qui est sous domination britannique depuis la fin du XIXe, il demeure nécessaire de souligner quand même factuellement l'anachronisme de ce
terme, qui ne désigne pas véritablement une réalité de la société égyptienne tardo-antique. Dans la langue, si on revient juste à ça, le terme qui se rapproche peut-être le plus du concept de nation, ce serait le mot grec ethnos. Je rappelle juste qu'on est sur une époque où, en Égypte, on parle et on lit et le grec et le copte, qui sont deux langues différentes. Donc on utilise le terme grec ethnos, qui existe aussi en copte, sous les formes, je vous ai mis les deux, ethnos et ethnos, je doute que ça vous intéresse, mais je vous le mentionne. Il permet de désigner le peuple dans sa globalité, mais selon le contexte, et notamment lorsqu'il est utilisé au pluriel, il peut aussi désigner le peuple des gentils, voire les païens. Donc il est clair que ce terme de nation, tel qu'il est utilisé par Strygovski et surtout par Monneret de Villars, ne se superpose pas du tout à une réalité tardo-antique, voire tend à déformer cette réalité. En parallèle de cette notion d'art national, un autre concept contemporain semble se lire entre les lignes des critiques de ces auteurs, celui de l'artiste, qui serait porteur d'un génie, voire d'une psychologie propre, et dont on essaye de saisir les intentions. La question de l'intelligence, de l'inventivité revient à la fois chez Monneret de Villars, qui, on l'a vu, parle de la notion d'esprit pauvre, et chez Dutuit, donc là je vous ai mis d'autres citations, il nous dit « Il faut reconnaître que le dessin indigène montre des signes irrécusables de déchéance, témoin les tissus ou une stèle parcourue par une ronde de personnages désarticulés, cabriolant de façon burlesque, et on y vient d'un esprit très faible, malgré l'écriture linéaire amusante. » Dutuit a également recours à l'essentialisation, il parle du copte au singulier, pour désigner les Égyptiens et Égyptiennes de l'époque tardo-antique, et il prête à ce copte des pensées, des intentions. Il décrit des productions artistiques à l'aide d'un vocabulaire assez infantilisant. Il nous dit « Le copte ne parvient pas et ne cherche même pas à traduire ses pensées qui marquent l'aspiration de toute une race à la communion dans l'ordre divin. Maintes figures frisent le comique, voire l'indécence, et ne se rachète que par les charmes, d'ailleurs appréciables, de la naïveté. » L'auteur mentionne également des œuvres, je vous les ai mis également, parfois pittoresques, parfois cocasses, mais qui renferment presque toujours un inimitable accent de bonne humeur. Alors, pour Dutuit, le copte produirait ainsi des œuvres un peu comme un enfant qui dit des grossièretés par amusement, mais sans préméditation, qui ne se rend pas compte de l'effet que ça va produire. Le copte, quand il fait des œuvres d'art, c'est un peu ça qui se passe. Mais le problème de Dutuit, c'est qu'il se retrouve confronté à un paradoxe, parce que parfois, il y a des œuvres qui lui plaisent esthétiquement. Ce qui contraste avec ce qui est décrit par ailleurs comme de la pauvreté d'esprit. Et pour résoudre ce paradoxe, le concept de génie artistique est ponctuellement mobilisé pour Dutuit, qui va du coup imaginer un artiste qui est isolé, qui est habité par une force intime et qui est complètement déconnecté de sa culture. Et c'est ce qui ressort dans cet extrait-ci. Il nous dit « Le talent qui consiste à disposer harmonieusement une passementerie de pierres refouillées sur un vaste lit de murailles ne dépend que de l'inspiration de l'artiste. Personne ne peut communiquer à celui-ci s'il ne l'a déjà en puissance, l'énergie qui lui permettra d'étendre sur une vaste surface grisâtre et dénudée le rayonnement d'un mince bandeau ouvragé. Il y a là des vertus qui ne tiennent qu'à la sensibilité du travailleur, à son goût, à son savoir-faire. » Donc les auteurs qu'on croise ici jonglent au gré de leurs considérations esthétiques avec des concepts qui leur sont familiers mais qui de fait s'articulent assez malaisément les uns avec les autres, témoignant à nouveau de la difficulté des historiens de l'art de cette génération à appréhender cet art qui semble sans canon. Et cet art sans canon, justement, parce qu'il apparaît plus libre aux yeux des artistes du début du XXe siècle, est-ce qu'il peut à son tour devenir un modèle ? Qu'est-ce qu'on retient de ces œuvres, en particulier dans le domaine textile ? En premier lieu, il est clair que la fascination esthétique des artistes et des collectionneurs constitue le plus souvent la première approche des textiles égyptiens tardo-antiques. Cette approche uniquement esthétique et décorative, elle est alimentée de fait par le système de distribution des textiles sur le marché de l'art. Ils sont découpés, ils sont réduits à l'état de fragments complètement décontextualisés. Ils ne disent rien par eux-mêmes de leur lieu de découverte, de leur fonction, de la typologie de vêtements ou de pièces de mobilier à laquelle ils appartenaient. Donc il ne reste que la confrontation directe avec leur aspect, c'est-à-dire leur couleur, la forme, la texture. À la recherche de modèles un peu différents, de modèles voire un peu exotiques, des artistes comme Rodin ou Matisse font l'acquisition de textiles égyptiens tardo-antiques. Et comme beaucoup de collections de ce type, là vous avez un panel mais qui est très très réduit, vous voyez que souvent ce sont des accumulations de très petits fragments à motifs décoratifs qui, mis les uns à côté des autres, produisent à la fois un effet de répétition et de variété.
Alors qu'est-ce qui transparaît de ces objets archéologiques dans les œuvres des artistes du XXe siècle ? Chez Matisse, les rapprochements se font discrets, mais quelques-uns ont néanmoins été notifiés, notamment lors de l'exposition Matisse, la révélation m'est venue d'Orient, qui est une exposition de 1997. Et donc Claude Dutuit, qui est le fils de Georges, était justement co-commissaire. Et cette exposition a bénéficié de prêts de textiles du musée du Louvre. C'est le cas notamment de celui qui est tout à gauche, qui a été envoyé à cette exposition. La grande décoration au masque de Matisse, qui est un collage de 1953, est ainsi citée dans ce catalogue et faisait partie de l'exposition. Et il est vrai qu'on peut y retrouver plusieurs caractéristiques de certains textiles d'époque byzantine, l'effet d'assemblage, les motifs végétaux bien sûr, la composition géométrique et structurée aussi par des éléments d'architecturaux fins, donc les colonnes que vous avez de chaque côté par exemple, la vivacité des couleurs également. Et du côté des collectionneurs et collectionneuses, on retrouve cette approche avant tout esthétique. Rose Coron, qui est une collectionneuse américaine, raconte ainsi qu'elle avait acheté son premier fragment par hasard, en le voyant dans la vitrine d'un antiquaire, et d'après ce qu'elle raconte, l'antiquaire ne savait pas non plus ce qu'il le vendait. Évoquant sa collection, elle lui donne une vocation presque ludique, donc elle nous écrit « I found them each in its own way, most charming and appealing. They are my playful clays and Picassos ». Donc ce sont des objets qui sont plaisants, qui sont amusants, qui sont espiègles, c'est un peu ça l'idée. Et fréquemment, les fragments textiles sont, par les collectionneurs, présentés sous la forme d'albums à la manière de dessins, ce qui témoigne d'une mise à distance de la matérialité de l'objet, de l'aspect pratique originel de ces objets. C'est notamment le cas des fragments de la collection de Georges Marteau, qui a été versé au Louvre partiellement ou entièrement, qui possédait d'ailleurs aussi des miniatures persanes. Donc il présente ces textiles comme il présente des miniatures. Et dans les albums de Dikran Kélékian, les textiles égyptiens côtoient sur la même page un fragment de tapisserie moderne à fleur de lys. Donc ces collections ne sont pas réunies du tout dans un but scientifique. En revanche, il est notable que les fragments de textiles égyptiens se situent parfois en tant que modèle formel à la frontière des arts et de l'industrie. Dans quelques cas, plutôt minoritaires, je vous l'accorde, des collections sont formées dans un but documentaire, en réalité, aux mêmes périodes, par des personnalités qui vont travailler dans le milieu du textile. Cette démarche est par exemple à l'origine de la réunion des textiles du musée de Chemnitz en Allemagne, entreprise par la famille Vogel, qui était propriétaire local d'une usine de tissage. C'est aussi la démarche d'Edouard Gersbach, qui était administrateur de la manufacture des Gobelins à la fin du XIXe siècle et qui a amorcé l'acquisition de textiles égyptiens pour pouvoir étudier leur méthode de tissage et percer le secret de la durabilité des teintures, ce qui intéresse toujours les Gobelins. Des copies de textiles, c'est l'exemple que vous avez ici, sont alors réalisées par des élèves lissiers, mais sur leur propre métier à tisser contemporain. Donc les motifs sont reproduits très fidèlement, vous le voyez. Par contre, la texture de la tapisserie obtenue est très très différente. La pratique de la copie textile ne se cantonne d'ailleurs pas aux Gobelins. Au Royaume-Uni, la maison Morris, qui est une représentante du Art and Craft Movement, conçoit également au début du XXe siècle des reproductions de tapisseries égyptiennes. Donc c'est pas très courant, mais ça arrive, on en trouve plusieurs occurrences. Ainsi, si les textiles dits coptes semblent loués dans le regard du XXe siècle pour leur légèreté, leur liberté, leur autonomie vis-à-vis des règles de représentation, ceux qui les ont regardés avec le plus d'attention, ce sont peut-être ces industriels qui cherchent la reproduction la plus fidèle possible et se contraignent eux-mêmes à respecter des règles, voire des canons très stricts. Ce regard technique, il est précieux, il nous amène à réinterroger le travail des artisans de l'Antiquité tardive avec un œil davantage anthropologique. Ces personnes ne travaillaient pas au hasard. Elles avaient probablement une logique interne à leurs ateliers et des règles qui leur étaient personnelles, mais qu'elles comprenaient. Le fait que ces règles soient aujourd'hui parfois difficiles à comprendre, à décrypter pour nous, doit surtout nous rappeler que l'une des valeurs du travail de la recherche, c'est peut-être l'humilité face à son sujet. Je vous remercie pour votre attention. Un, deux, c'est bon. Merci beaucoup Apolline pour ta communication. C'était vraiment très intéressant et ça a mis un peu en relief qu'est-ce que les historiens de l'art ont fait à leurs objets d'étude. Et vos deux communications ont aussi assez bien remis en question cette notion du génie qu'on a tendance à plaquer un peu partout. Je vous propose d'entamer la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Je vais peut-être commencer, ça va inciter les autres. Peut-être d'abord à Claire, tu parlais tout à l'heure de ces femmes qui cessent d'exposer au salon après s'être mariées. Est-ce que tu as pu retrouver dans la correspondance ou dans les critiques de l'époque un peu des sources qui viennent documenter et un peu expliquer ce choix Alors en fait, vous m'entendez ? Oui, c'est un sujet que j'ai vraiment commencé à explorer, mais j'aimerais bien l'approfondir. C'est justement en fait une des découvertes de travail que j'ai fait là pour cette communication, de constater à quel point en effet il y avait cette fraction qui avait l'air de se mettre en place une fois que les femmes étaient mariées, quand elles passaient de mademoiselle à madame. Et donc vraiment j'aimerais beaucoup approfondir ça. En fait, j'en profite juste pour donner quelques hypothèses qui sont les miennes à l'heure actuelle et que je voudrais en fait vérifier. Je me pose la question de la classe sociale de ces femmes, notamment de voir si elles sont majoritairement de milieux bourgeois voire nobles. Donc regardez les occurrences en fait de patronymes avec des particules ou avec des baronnes, des choses comme ça. C'est très difficile malheureusement de documenter les femmes parce que de fait, comme je vous l'ai montré, elles exposent pas fréquemment et qu'il y a de fait un désintérêt fort pour les artistes femmes, donc c'est très compliqué de trouver des documentations et donc a fortiori des archives, de pouvoir les localiser, de pouvoir localiser les sources. La presse, il y a une presse féminine qui existe déjà au XIXe siècle évidemment, qui est donc à destination d'un lectorat quand même assez avec un capital, disons, culturel et économique élevé, évidemment, puisque ça veut dire que ce sont des femmes qui ont et le loisir et les possibilités de lire la presse. La presse féminine a tendance à donner des comptes rendus de salon consacrés exclusivement aux artistes femmes. Donc, en fait, ça fait partie des rares revues de salon assez extensives sur la nature morte, le pastel, des choses comme ça. Donc, il faudrait que je creuse un peu plus ce corpus critique-là pour voir si, justement, il y a des évocations de cette question de est-ce que le mariage, est-ce que le fait d'être marié interdit la profession artistique. On sait aussi que la pratique artistique, et notamment celle du dessin et de la peinture, fait un peu partie du bagage attendu d'une femme bonne à marier. Donc il y a énormément d'ateliers pour femmes qui existent et qui sont en fait des ateliers vraiment à destination plutôt du dilettantisme, en fait, de l'amateurisme et pas de la profession. Donc en fait, il faudrait peut-être prendre l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, alors que la norme c'est d'avoir cette pratique en dilettante, certaines poussent, détruisent cette norme et passent professionnelles. Et qu'est-ce qui fait que celles-ci passent professionnelles ? Est-ce que c'est un manque de ressources qui les oblige à travailler ? Est-ce qu'au contraire, c'est pas mal de ressources qui leur permettent d'avoir cette audace-là ? Donc c'est ça, en fait, ce que j'aimerais un peu plus creuser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois une question dans l'Assemblée. Oui, bonjour, merci. J'avais une question pour l'autre intervenante concernant les... alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la période, donc ma question va peut-être paraître un peu stupide, mais est-ce que vous savez comment ils font dans les musées pour distinguer justement, par exemple, les textiles coptes au niveau des périodes égyptiennes ou, enfin, les étendues, on va dire, géographiques égyptiennes ou byzantines ? Est-ce qu'ils font une distinction ? Est-ce qu'ils réunissent tout dans... un département d'art byzantin, par exemple, voilà, c'était ma question. Alors, il y a une réalité, alors je vais parler pour la France surtout parce que je connais un peu mieux, mais il y a une réalité pour la France qui est que quand on a fait ces fouilles au début du XXe siècle, on a tout ramené en France, quasiment, et on a tout dispatché dans énormément de collections muséales françaises. Donc en réalité, même si on ne s'en rend pas compte, la plupart des musées de relative petite taille ont une collection de textiles coptes relativement restreinte. Je mets des guillemets à coptes et j'ai un peu distancié le terme, j'espère que ça s'est entendu dans la communication, parce que ça veut un peu rien dire. C'est un groupe qu'on a construit effectivement dans l'historiographie pour y rassembler tout ce qu'on a trouvé dans ces tombes, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai un peu passé rapidement dessus, mais ces tissus, ils viennent de nécropoles. Donc ils mélangent des périodes différentes, et comme les fouilles ne sont pas très bien documentées, on n'a rien sur la stratigraphie, et on n'a rien sur... même des éléments de datation un peu de base de ces tombes-là. Donc, la réponse est non. Dans la plupart des cas, on va tout mélanger, c'est-à-dire des textiles qu'on va dater par le style ou parfois par un peu de données au carbone 14, mais la plupart des musées, honnêtement, n'ont pas l'argent de faire des datations carbone 14. Pour les plus anciens, on va être au 4e, et pour les plus tardifs, on va être vraiment assez tard dans l'époque arabe. La réalité aussi, c'est que dans certains cas, et c'est le cas au Mobilier National, qui est une collection que je connais un peu mieux, c'est pour ça que je vous ai montré des photos,
les textiles coptes sont rangés dans des meubles avec des textiles péruviens. Et quand les fragments sont vraiment très petits, tant qu'on n'aura pas fait d'analyse, on ne saura pas d'où ça vient. Donc la réalité de ce qui se passe dans les réserves, elle est relativement confuse par rapport à ça. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est une production qui ne connaît pas de rupture très nette entre la fin de l'époque byzantine et le début de l'époque arabe. Donc de séparer les deux de manière trop frontale, ce serait un petit peu absurde aussi en réalité, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue iconographique. Ce qui peut permettre, et je terminerai là-dessus, de faire vraiment une différence nette chronologique, juste quand on regarde le textile comme ça, c'est quand on a des tirazes, donc là pour le coup on a vraiment des inscriptions, ou quand c'est des textiles à iconographie biblique, mais qu'on a des pseudo-inscriptions arabes par exemple, qui vont imiter des inscriptions en arabe plutôt que d'imiter des inscriptions en grec. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout d'abord, merci beaucoup pour vos 2 communications qui étaient vraiment très intéressantes. Et j'avais quelques petites questions pour continuer sur les tissus. Vous avez évoqué 2 choses. D'abord, est-ce que les recherches ou les fouilles actuelles qui sont réalisées et qui permettent justement de mettre à jour des tissus égyptiens tardo-antiques permettent justement d'éclairer un peu le corpus plus ancien? Et l'autre question, c'est à propos du carbone 14. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Est-ce que justement on peut mieux comprendre une évolution stylistique ou des ateliers? Est-ce qu'on peut sortir des tendances, là encore, des tissus sortis lors des fouilles anciennes grâce à ces analyses récentes? Pour votre première question, en fait, c'est un peu difficile. Ça éclaire un petit peu, mais pas franchement, parce que les lieux sur lesquels on fouille ne sont plus les mêmes. Antinoé et Hermime, c'est des sites urbains qu'on a fouillés au début du XXe siècle et qu'on n'a pas refouillés depuis. Aujourd'hui, les fouilles, elles sont plus dans des sites monastiques, donc ils sont un tout petit peu excentrés. Et donc, on n'y retrouve pas non plus les mêmes populations. C'est-à-dire que les tombes qu'on va fouiller dans ces endroits-là, ce sont des tombes de moines ou des tombes de moniales, mais pas des tombes d'urbains ou de femmes qui vivent en ville. Donc, ce qu'on y trouve parfois se ressemble, donc ça aussi, c'est intéressant, mais on n'a pas tout à fait les mêmes fonds, donc c'est un peu difficile de les comparer. Et de toute façon, l'ampleur des fragments qu'on a à travers le monde est telle qu'en fait, on va prendre un temps très très long avant d'arriver à bout et d'avoir un ensemble très très cohérent. On compte à plusieurs centaines de milliers, ou au moins 150 000, pour des fragments des fois qui sont très petits. Pour votre deuxième question, oui, le carbone 14 permet effectivement ça, et notamment ça a permis de remettre en cause justement ce classement stylistique qu'on avait de dire très grossièrement plus c'est moche, plus c'est tardif. Ça se vérifie, les standards, c'est pas une question de mocheté, c'est une question de est-ce que c'est plus ou moins stylisé, mais ça se vérifie dans certains cas, mais pas toujours. En revanche, ça a permis de redresser un peu des groupes par période, de remonter certains groupes, d'en redescendre d'autres, parce qu'on a quand même des groupes avec des motifs iconographiques qui se répètent sur beaucoup de textiles, donc en dater un seul, ça permet quand même de dater les autres. Le problème qu'on a, c'est qu'on a encore du mal à avoir vraiment du travail entre les pays, par exemple. Les Allemands sont très forts. Les Allemands passent leur temps à dater beaucoup de textiles, les Suisses aussi. La France, on est un petit peu à la traîne. Mais si on travaille un peu plus, je pense, avec les autres pays, on y arriverait beaucoup plus vite. Après, je ne suis pas une spécialiste du carbone 14, donc je n'avancerai pas trop non plus, mais oui, ça pourrait ouvrir des nouvelles pistes qui seraient intéressantes, vraiment. Mais c'est pas nouveau, on ne va pas commencer le carbone 14. Une autre question ? Bonjour, j'ai une question pour vous, Claire. Je voulais vous demander comment vous différenciez les ateliers à destination des amatrices, des dilettantes, ou alors pour une carrière professionnelle. C'est pas très évident en fait de distinguer, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément une fonction évidente de former pour les professionnels ou les autres. Il y a beaucoup juste, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'ateliers à destination des femmes, puisqu'on trouve par exemple typiquement des publicités dans la presse, sur la dernière page. Donc, et il y a pas mal alors je vais dire mes artistes parce que je me sens très affectueuse envers mes peintres de salon. Donc pas mal de mes artistes, du coup, en fait, ouvrent des ateliers. C'est des artistes qui sont un peu reconnus, mais pas non plus trop. Et on sait que du coup, ils ont tendance à ouvrir des ateliers à destination des femmes. Par contre, c'est pas dit que c'est pour des amatrices ou pour des futurs professionnels. Il se trouve juste qu'il y en a certaines qui vont passer professionnelles et la majorité, par contre, qui restent des amatrices, juste. Donc ça, ce serait aussi à creuser de voir... il y a quand même
Alors après, il y a aussi une distinction en termes d'application. Par exemple, les peintresses, je veux dire peintresses sans aucune connotation négative. Hein. Les peintresses ont tendance, il y a des peintresses de nature morte notamment qui vont travailler dans les manufactures de Gobelins, des Sèvres, des choses comme ça, donc qui en fait travaillent plutôt dans les arts appliqués, où là par contre vraiment elles ont une pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont un salaire, elles sont reconnues comme telles, leurs œuvres vont être, par exemple, données au tsar de Russie quand il vient nous visiter en visite diplomatique, elles ont des légions d'honneur pour ce travail-là, donc voilà. Mais c'est la minorité quand même. Voilà, c'est ma réponse en demi-teinte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en profite pour compléter cette question-ci. Est-ce que tu parlais de savoir peindre, plutôt dessiner comme un bagage commun aux femmes de cette époque, mais est-ce que l'apprentissage se faisait plutôt dans des ateliers d'artistes vraiment, ou alors plutôt dans des maisons d'éducation de jeunes filles ? Je pense que tu as les deux en fait. On sait qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont recrutés justement dans ces écoles pour jeunes filles. Okay. Et donc ça fait aussi partie des débouchés de carrière artistique entre guillemets, et il y a aussi ces ateliers là qui sont donc des ateliers, alors évidemment qui ne pratiquent pas le nu, hein. On se garde au 19e siècle de mettre des femmes face à des hommes nus, mais qui vont par exemple vraiment apprendre à travailler sur le modèle. Donc on leur met des petites roses trémières dans un vase et puis elles s'entraînent. Il y a aussi toute une pratique à distance en fait, à correspondance avec typiquement les livrets. Donc je vous disais la presse pour les femmes, assez fréquemment il y a des rubriques apprendre à peindre, mais un peu comme on a aujourd'hui encore. Enfin je sais pas, c'est peinture à numéro quoi quasi. Mais voilà, il y a un panel en fait de possibilités d'éducation qui va donc de l'apprentissage un peu en autodidacte à travers des livres ou la presse, jusqu'à vraiment être dans un atelier plus ou moins réputé. Sachant que du coup on a aussi des exemples d'artistes extrêmement reconnus comme Léon Cogniet, qui est donc académicien, Légion d'honneur, enfin tout ce que vous voulez, qui a un atelier pour femmes. Moi je m'interroge sur le prix de ces ateliers, donc est-ce que c'est pas une manière aussi de montrer que vous avez un bon parti et donc une grande dot, que de pouvoir publiciser entre guillemets votre fille comme étant l'élève de Léon Cogniet. C'est aussi une question en fait de marketing conjugal et matrimonial qui pourrait être intéressant. Comment vendre sa fille en disant qu'elle est l'élève de Léon Cogniet et pas qu'elle a appris par la revue de presse, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois une main se lever. Juste une petite question, parce que je n'ai pas bien compris si dans votre corpus, il y a uniquement des artistes français ou également des étrangers. Il y a les deux, en fait, le salon est ouvert à tous les artistes de toutes les nations. Donc vous touchez tout. Okay. Ouais, donc alors évidemment, on a une majorité d'artistes français. On a ensuite les proportions, c'est évidemment les pays frontaliers. Donc les Allemands, les Italiens, les Anglais ne viennent pas chez nous parce que les Anglais, ils sont insulaires et ils ont leur propre système, donc ils n'ont pas besoin. Mais donc on a beaucoup d'Allemands, beaucoup de Belges, beaucoup d'Italiens, un peu d'Espagnols. Mais on a aussi des artistes qui viennent du Pérou. J'ai un artiste péruvien qui débarque en France en 1852 et je ne sais pas comment il a fait. Enfin, je trouve ça extrêmement admirable d'avoir fait ce trajet-là. On a des artistes brésiliens, donc on a des artistes qui viennent d'Amérique latine. On a des artistes qui viennent des colonies aussi, françaises et anglaises et allemandes. Donc on a des artistes qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, avec en fait un système qui est quand même assez lié à la métropole. On a évidemment assez peu d'artistes qui viennent d'Afrique, si ce n'est là encore des colonies d'Afrique du Nord. Et très peu d'artistes par contre qui viennent d'Asie. Mais par contre, l'Amérique est assez bien représentée, qu'elle soit du nord ou du sud. Okay. Voilà. Et est-ce que vous avez retrouvé déjà des artistes femmes italiennes ? Oui. Oui. Okay. Alors, évidemment, les artistes femmes étrangères sont très peu nombreuses, dans la mesure où si on considère ma théorie qu'il y en a un certain nombre qui font ça en dilettante, c'est un trajet, et donc c'est des ressources à investir qui sont quand même conséquentes pour une femme, à fortiori si c'est une femme célibataire, de faire le trajet ou en tout cas d'envoyer de ses œuvres. Mais on a des artistes italiennes, on a des artistes allemandes, on a des artistes belges, on a des artistes brésiliennes, donc en fait il y a un corpus d'artistes femmes étrangères, non françaises, qui existe. Il est réduit, mais il existe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ?
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure cette session. Merci encore à Pauline et Claire pour vos très intéressantes communications. Et je vous donne donc rendez-vous à 15h dans l'auditorium pour la seconde session qui s'intitule « Réécrire le canon ».